est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un bien immobilier à rénover? J'ai eu envie de faire une vidéo où je vais peser le pour et le contre. Je vais te donner mon analyse perso et ma position sur le sujet. Et je vais te montrer dans quelles conditions c'est bien de faire des travaux et dans quelles conditions ça peut tourner à la catastrophe. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pauline, j'ai 31 ans et j'ai investi massivement dans l'immobilier locatif. J'ai acheté 19 biens en l'espace de 3 ans et demi, ce qui m'a permis de quitter mon job et me consacrer uniquement à l'immobilier. Et la majorité de mes biens, je les ai achetés avec des travaux à prévoir. Donc évidemment que ma position elle est plutôt en faveur des travaux, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui fait que ça marche de prévoir des travaux, mais aussi ce qui fait que ça peut te faire perdre de l'argent au final. Donc au programme de cette vidéo, on va commencer par peser le pour, toutes les raisons qui font que c'est encore une excellente stratégie de prévoir des travaux en 2026. Dans la deuxième partie, on va plutôt peser le contre, toutes les raisons qui font qu'un projet qui devrait être rentable sur le papier peut tourner au cauchemar. Et en troisième partie, je vais te donner mes 4 critères concrets pour vérifier si ton projet à rénover est viable ou non. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai une surprise à te proposer qui va forcément t'intéresser si tu envisages des travaux. C'est parti, on commence donc par toutes les raisons qui font que c'est très bien d'envisager une rénovation dans ton achat immobilier. La première raison, c'est que tu as évidemment plus de marge de négociation possible sur un bien qui est en mauvais état à rénover. Parce qu'il faut savoir que les travaux font peur à beaucoup d'acquéreurs, parce qu'ils ne savent pas forcément chiffrer, ils n'ont pas forcément le temps, l'énergie. Souvent, surtout les acquéreurs de résidence principale, ils veulent plutôt du clé en main, des biens qui soient prêts, dans lesquels ils peuvent arriver et poser leurs valises. Donc qui dit moins d'acquéreurs intéressés, dit moins de concurrence. Ça veut dire que tu es en position de force face aux vendeurs et que tu peux négocier les prix. Par exemple, moi, sur certains biens qui étaient à rénover, j'ai réussi à négocier 30 à 40 000 euros par rapport au prix affiché au départ. Alors attention, ça veut pas dire que tu vas acheter en dessous du marché. C'est pas parce que tu as fait une négociation de plusieurs dizaines de milliers d'euros que tu as fait une bonne affaire. Parce que peut-être que initialement le bien était affiché bien trop haut, il avait été surestimé. C'est pour ça que la vraie question que je répète, je pense, dans toutes mes vidéos YouTube, tu dois vérifier absolument que ton prix de revient est inférieur à ton prix potentiel de revente. C'est-à-dire que si tu prends ton prix d'achat, tes frais de notaire et ton budget travaux, tu sommes tout ça, ça doit rester inférieur au prix auquel tu pourrais revendre ton bien après les travaux. Et je dirais même que dans le cas où tu décides de porter une rénovation, tu es tout à fait en droit d'attendre une plus-value, c'est-à-dire dégager un petit peu d'argent au moment où tu vas revendre. Imaginons que tu arrives à bien négocier un bien, tu fais tes travaux, ça te prend quand même du temps, mais à la fin, tu te rends compte que ce que tu as dépensé, ça vaut exactement le prix auquel tu pourrais le revendre. En fait, tu te retrouves avec un bien qui vaut exactement ce que tu as payé. C'est dommage, ça veut dire que tu as perdu ton temps et tu aurais pu acheter directement ce bien déjà rénové plutôt que de passer du temps et prendre de l'énergie pour le faire. Et ça, c'est même un argument à utiliser face aux vendeurs. Je te donne un exemple. Imagine qu'un vendeur te propose un bien à 120 000 euros. Il y a 40 000 euros de travaux et tu calcules le prix potentiel de revente et t'es à 160 165 000. Donc là, tu peux dire au vendeur, écoutez, si je décide d'acheter votre bien, de porter les travaux, je me retrouve avec un bien qui vaudra sur le marché ce qui m'a coûté. Donc en fait, je porte le risque travaux, le temps, l'énergie, les compétences nécessaires aussi pour coordonner un chantier, pour finalement aucune plus-value. Finalement, je ne suis pas rémunérée pour mon travail, je ne suis pas rémunérée pour la valeur que je crée dans ce bien. Alors pourquoi je le ferais? Et pourquoi je m'embêterais avec ce bien à rénover alors que je pourrais directement acheter un bien qui a déjà été rénové? Ça pour moi c'est un argument qui est tout à fait entendable pour un vendeur et de toute façon, dis-toi bien que si le prix de revient d'un projet est égal au prix de revente, il y aura très peu de personnes qui accepteront de se lancer dans les travaux. Donc autant passer à autre chose si le vendeur est complètement fermé à la négociation. La deuxième raison pour laquelle je te conseillerais d'envisager des travaux, c'est la création de valeur, à condition d'avoir bien négocié, d'avoir bien estimé le prix de revente, comme j'ai dit juste avant. Mais pour moi, ce potentiel de création de valeur, il est encore plus présent en 2026, parce qu'aujourd'hui, on a un marché immobilier qui a quand même deux tendances opposées. D'un côté, on a les passeurs thermiques, les biens qui sont en mauvais état et qui, face à la réglementation, vont être progressivement interdits à la location. Ces biens-là, pour moi, ils sont décotés. Il y a de moins en moins de personnes qui en veulent, on le verra après, mais les banques acceptent de moins en moins de les financer, ce qui fait que toutes ces passeurs thermiques-là, elles ont un prix vraiment inférieur au marché. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est bien rénovés, clés en main, performants énergétiquement, qui sont surcotés par rapport au marché, parce que là, évidemment, il n'y a rien à prévoir. Au niveau de la réglementation, on est à l'abri, on pourra toujours les louer. Donc forcément, c'est des biens pour lesquels il y a une forte demande du côté des acquéreurs et moins d'offres du côté des vendeurs. Et en fait, ton job dans ce marché à deux tendances, c'est d'exploiter l'écart de prix colossal entre les deux.
Je rappelle que les biens notés G sont interdits à la location depuis 2025, les biens notés F le seront en 2028 et les biens notés E le seront en 2034. Donc le marché des passoires thermiques va continuer à dévaluer. Et toi, si t'arrives que tu les négocies correctement, que tu les rénoves intelligemment, tu vas forcément déclencher une plus-value latente. Tu transformes en fait un actif déprécié en un actif où il y a une forte demande et qui est surcoté. La troisième raison en faveur des travaux, c'est les frais de notaire réduits. Alors, je m'explique parce que tu vas pas vraiment payer des frais de notaire réduits, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les frais de notaire, ils sont calculés sur le prix d'achat, pas sur la valeur finale de ton bien. Donc, quand tu achètes des biens à rénover, tu payes les frais sur le prix d'entrée, pas la valeur finale de ton patrimoine. On va prendre un exemple concret. Tu achètes un bien à 100 000 euros, tu prévois 50 000 euros de travaux, et à la revente, tu estimes que ça vaut 170 000 euros. Dans ce cas-là, tu auras payé les frais de notaire uniquement sur les 100 000 euros, soit environ 8 000 euros de frais de notaire. Alors que si tu avais acheté ce même bien une fois rénové, à 170 000 euros, tu aurais payé 13 600 euros de frais de notaire. Ça fait quand même 5 600 euros d'économiser. En résumé, quand tu rénoves, tu obtiens un patrimoine immobilier sur lequel tu as payé très peu de frais de notaire, par rapport à si tu avais acheté de l'immobilier déjà rénové. La quatrième raison, c'est que quand tu proposes un bien rénové, tu es en position de force pour choisir ton locataire. Et tu peux te permettre de choisir vraiment le profil qui te convient. Quand tu achètes un bien où il n'y a pas de travaux à prévoir, généralement, il est déjà loué, donc tu hérites du locataire en place, tu l'as pas choisi toi-même. Et s'il est mauvais payeur, ou s'il dégrade le logement, ou s'il fait des nuisances sonores par exemple, bah, t'es un peu coincé et ça va te faire de la charge mentale pour le sortir et choisir un nouveau locataire. Et attention aux garanties loyers impayés, parce que selon le profil du locataire qui est en place, il sera pas forcément éligible à toutes les garanties. Alors que si t'achètes un bien en mauvais état qui est vide et que tu le rénoves, là tu peux vraiment choisir ton locataire. Mais surtout, tu vas attirer des locataires de qualité, parce que quand tu proposes un logement qui est rénové, qui est propre, qui est joli, qui est performant énergétiquement, bien sûr que tu auras beaucoup de demandes et tu pourras te permettre de choisir le meilleur profil. En plus, si vraiment ton logement est joli et qui se démarque par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché de la location, les locataires vont être prêts à payer un petit peu plus. Et là, tu vas viser notamment des jeunes actifs qui ont un bon pouvoir d'achat, et c'est exactement la cible de locataire qu'on veut. Cinquième raison, on n'y pense pas forcément sur le moment, mais c'est la gestion locative et surtout la sérénité de la gestion locative. Parce qu'en fait, quand tu prends un bien où il n'y a pas forcément de travaux à prévoir dans l'immédiat, parfois c'est ni fait ni à faire. C'est des biens où il y a eu un coup de peinture qui paraissent propres au premier abord, mais où il y a peut-être un réseau de plomberie vieillissant, une chaudière qui a 20 ans. En fait, c'est des éléments que tu vas devoir changer et tu vas parfois te retrouver avec des frais imprévus. Moi, c'était le cas notamment où j'avais acheté un immeuble avec des locataires déjà en place, pas de travaux à prévoir dans l'immédiat, mais j'ai eu beaucoup de fuites, j'ai eu une chaudière qui a lâché, une fenêtre qui fermait plus, donc tout ça, ça m'a fait beaucoup de frais imprévus que j'avais pas forcément provisionnés au début dans mon crédit IMO. C'est pour ça qu'avec le recul, je préfère acheter un bien où on sait qu'il y a tout à refaire, on se pose pas la question, et une fois que les travaux sont terminés, on repart sur du neuf, il y a pas de mauvaise surprise, tout va bien durer pendant des années si on a fait les bons choix de travaux, évidemment. Et en plus, tu sais exactement ce que t'as mis dans le bien. Normalement, pendant des années, t'auras pas de gestion locative imprévue. Donc, de la sérénité. Et aussi, quand tu vas refaire de A à Z un bien immobilier, tu vas pouvoir choisir toi-même les matériaux que tu mets. Et tu vas pouvoir choisir des matériaux qui sont adaptés au locatif, qui vont tenir dans le temps, qui auront un bon rapport qualité-prix, une bonne durabilité, et donc très peu de gestion locative. Je te donne quelques exemples concrets pour que tu vois à quoi je fais référence. Pour les mitigeurs de douche, plutôt mécaniques que thermostatiques. Pour les volets roulants des fenêtres, plutôt manuelles qu'électriques. Pour les portes de douche, plutôt pivotantes que coulissantes. Tout ça, c'est des choix qui vont en fait maximiser la tenue des éléments dans le temps et t'éviter des gestions locatives, des frais de remplacement imprévus. Sixième raison, et là c'est un sujet qu'on adore tous détester, c'est la fiscalité. Quand tu réalises des travaux, ce qui est génial, c'est que tu peux déduire ton budget travaux de tes revenus locatifs, à condition de choisir le bon régime fiscal. Alors, petit conseil, si tu investis en nom propre, en meublé, tu vas être en LMNP, et là, il faut absolument que tu déclares aux frais réels, et pas au microbic. Aux frais réels, on va pouvoir considérer plein de frais et les déduire des revenus locatifs, ce qui fait qu'en général, quand tu prévois des travaux, pendant des années, tu vas pas payer d'impôts. Et si tu loues en nom propre, en nu, c'est le même fonctionnement, il faut déclarer tes revenus fonciers aux frais réels. Et la particularité en location nue, c'est que si tu as un déficit foncier, ce qui est souvent le cas quand tu envisages des travaux, c'est-à-dire que comptablement on considère que tu as un déficit, tu peux reporter ce déficit sur tes autres revenus, si tu as par exemple un job, et ça va baisser finalement ton imposition globale. Ça c'est génial.
Une petite touche technique sur la rénovation énergétique quand tu fais du non propre en nu, c'est le montant du déficit foncier qui est imputable sur tes autres revenus. Comme je t'ai dit, quand tu as un déficit, tu peux le reporter sur tes autres revenus pour faire baisser ton imposition. Normalement, tu peux imputer 10 700 € par an, mais en cas de travaux de rénovation énergétique, tu le doubles et tu peux imputer 21 400 € sur ton revenu global. Et c'est justement grâce à ce mécanisme que sur les 2 dernières années, j'ai payé assez peu d'impôts sur le revenu, grâce à ce déficit foncier que j'avais imputé. Et ensuite, si tu investis non pas en nom propre, mais en SCI, notamment à l'IS, là c'est pareil, tu vas pouvoir déduire les travaux dans ton bilan comptable, et généralement tu vas payer très peu d'impôts grâce à ça. La 7e raison, qui est pas vraiment financière, mais qui est aussi importante, pour moi en tout cas, et sûrement pour toi si tu me suis, c'est le fait que cet investissement-là, il a du sens. En fait, quand tu choisis un bien en mauvais état, ou qui était considéré comme une passoire thermique, et que tu le remets aux normes, et que t'en fais un logement décent, agréable, bah t'apportes quand même du sens, de la valeur à la société. Et c'est ça pour moi finalement le rôle d'un investisseur, c'est d'entretenir le patrimoine immobilier de notre pays. Et en faisant ça, finalement, tu fais ta part dans la société. La dernière raison qui rejoint un petit peu la précédente, c'est finalement le plaisir de redonner vie aux vieilles pierres, aux vieux bâtiments. Parce qu'il faut savoir que toutes les bâtisses anciennes, donc tout ce qui est avant 1945, on va dire, c'était construit avec des matériaux différents de ce qui se fait aujourd'hui. C'était des matériaux nobles qui étaient prévus pour durer pendant des décennies. Et finalement, quand tu choisis ces bâtiments-là et que tu rénoves intelligemment en préservant ces matériaux et leur fonctionnement, tu fais quelque chose de beau, de durable, qui a une histoire, une âme, un cachet. Tu participes aussi à la préservation d'un patrimoine architectural et pour moi, ça c'est très gratifiant en tant qu'investisseur de participer à cette cause-là. Maintenant qu'on a vu plutôt le pour, on va passer à la deuxième partie, les pièges que tu dois absolument connaître avant de te lancer dans un investissement avec travaux. Et le premier piège, il intervient très tôt, puisque ça concerne un mauvais choix de secteur. Et là, je vais te donner un indicateur vraiment précis, concret, c'est que tu dois éviter toutes les villes qui sont en dessous de 1500 € du mètre carré en moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces villes-là, le prix de l'immobilier est tellement bas par rapport au prix des travaux que parfois tu vas pas forcément rentabiliser les travaux que tu vas faire et tu vas pas forcément récupérer tout l'argent que tu auras mis. À moins d'acheter vraiment très bas, du genre en dessous des 400 € du mètre carré. Mais ça, c'est très rare. Mais je te donne un exemple concret. Imagine que tu achètes à 800 € du mètre carré, ce qui est déjà pas cher. Mais dans un marché qui plafonne à 1500 € du mètre carré, tu vois que là, ta marge pour faire tes travaux, elle est très serrée. Et dans la plupart des cas, ton prix de revient, il pourrait être supérieur à ton prix de revente, malheureusement. Dans ces cas-là, tu peux pas absorber les imprévus. Tu vas réaliser très peu de marge à la revente. Donc honnêtement, si tu prévois des travaux, évite ces secteurs-là. Le deuxième piège qui est très fréquent, c'est un mauvais chiffrage des travaux. Et là, c'est dans les deux sens. C'est mauvais de sous-estimer le coût de ces travaux, mais c'est mauvais aussi de le surestimer. Si tu sous-estimes le budget travaux, tu vas te retrouver avec des surcoûts que tu n'auras pas provisionné au niveau de la banque, donc tu vas devoir le sortir de ta poche. Et ça, c'est catastrophique parce qu'en investissement locatif, le but, c'est de sortir le moins possible de sa poche et de garder cette épargne pour l'apport, pour les projets suivants. Et dans le pire des cas, tu n'as même pas les moyens pour financer la fin de tes travaux, donc tu ne peux pas louer, tu rentres pas de cash, et là, c'est vraiment, vraiment problématique. Et par contre, si tu surestimes le prix des travaux, ça va te conduire à faire des offres très agressives, très en dessous du marché, qui dans la majorité des cas ne vont pas passer. Donc finalement, le risque, il est moindre quand tu surestimes les travaux, ça veut juste dire qu'il y a très très peu d'offres qui vont être acceptées, voire aucune. Le troisième piège, c'est les délais de travaux. On le sait très bien que les travaux peuvent prendre du temps et peuvent prendre plus de temps que prévu. Et tous les mois pendant lesquels tu fais des travaux, c'est des mois où tu vas pas toucher de loyer, tu vas pas faire rentrer de trésorerie. Et ça, si tu l'as pas prévu en amont, ça peut vraiment te fragiliser financièrement. Donc, il te faut d'une part un artisan compétent, efficace, qui respecte les délais. Je pense qu'il faut bien se mettre d'accord dès le début avec l'artisan sur une date de fin d'exécution des travaux. Et même dans certains cas, mettre une pénalité si jamais les travaux sont pas faits dans les temps. Ça, c'est possible. Et la deuxième astuce pour pouvoir absorber les délais des chantiers, c'est de négocier un différé à la banque. Ça veut dire que pendant quelques mois, ça peut aller jusqu'à 2 ans, voire 3 ans, tu vas pas rembourser la totalité de ta mensualité. Dans certains cas, tu vas rembourser seulement les intérêts et dans certains cas, seulement l'assurance. Le quatrième risque, et là je te souhaite absolument pas que ça t'arrive, c'est de tomber sur des artisans incompétents ou qui cherchent à t'arnaquer, à gonfler les devis. Et ça, avec l'expérience et les connaissances, on arrive petit à petit à détecter les artisans incompétents, mais ça prend du temps et au début c'est vraiment pas évident et je connais plein d'investisseurs qui se sont fait avoir comme ça. Moi personnellement, ça m'est arrivé d'avoir quelques malfaçons alors qui n'étaient pas trop graves que j'ai pu reprendre, mais c'est vraiment quelque chose de capital d'avoir des artisans compétents qui font les choses bien et dans les délais.
Le cinquième risque, c'est que les banques refusent de te financer ta passoire thermique. Ton banquier va te demander le DPE du bien, et de plus en plus, pour les DPE E, F ou G, la banque refuse de financer. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la dévaluation des passoires thermiques, dont on a parlé au début de cette vidéo, de l'interdiction de les louer, donc elles veulent pas financer des actifs qui seront dévalués, qui auront du mal à se revendre. Mais il y a quand même une solution pour ça, c'est de réussir à prouver à la banque qu'après les travaux, le bien ne sera plus une passoire thermique. C'est là qu'intervient le DPE projeté. J'en reparlerai à la fin de la vidéo, tu verras. Et il y a un autre problème par rapport aux banques, c'est que souvent les banques refusent de financer un trop gros montant de travaux, notamment si ce montant de travaux est supérieur au prix d'achat initial. Et là, il y a une astuce qu'un courtier m'avait un jour partagée. C'est de faire financer seulement une partie des travaux dans le crédit immobilier principal et le reste prendre un deuxième crédit de travaux. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que ce crédit travaux, il a un taux plus élevé, mais ça peut permettre de faire passer des projets où tu as vraiment beaucoup de travaux. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait sur un de mes projets. Et enfin, le dernier piège des travaux, c'est que même si tu as fait les choses bien, il est possible que tu récupères pas l'argent que tu as mis dedans à la revente. Et il y a plusieurs raisons à ça. Soit tu as fait des travaux qui n'étaient pas forcément rentables et qui ne créent pas une valeur perçue pour le prochain acquéreur, soit tu as mal estimé ton prix de revente potentiel, tu l'as surestimé mais au final ça ne part pas à ce prix-là et donc tu dois renoncer à ta plus-value. Ou alors c'est tout simplement que tu as acheté trop cher, que tu n'as pas assez négocié. C'est pour ça que vraiment, je le répète, mais l'analyse du marché de revente, c'est non négociable. Et c'est vraiment ce que j'enseigne à mes élèves dans l'école Immo Durable, c'est de prendre plusieurs sources de données, de faire vraiment une analyse approfondie, de prendre du temps pour ça, pour avoir une idée précise du prix de revente et si possible un petit peu pessimiste pour s'assurer une marge. Troisième partie de la vidéo, ma position personnelle claire et mes 4 critères concrets de décision pour acheter un bien immobilier à rénover ou non. Donc, je pense que tu l'as compris, ma position aujourd'hui, elle est très claire. Oui, ça vaut vraiment la peine d'acheter un bien immobilier à rénover, mais à condition d'éliminer les risques et les limites que j'ai présentées en deuxième partie. Et pour ça, il y a une chose vraiment qui peut t'aider, c'est de te former sur la dimension technique des travaux. C'est ce que j'ai fait personnellement, c'est d'ailleurs le tout premier programme immobilier que j'ai choisi. C'était même pas un programme généraliste, mais un programme axé sur les travaux. Et justement, en ce moment, il y a une opportunité pour te former gratuitement sur ce sujet-là, je t'en parle juste après. Alors, mes 4 critères de décision rapide pour acheter un bien immobilier à rénover. Avant de signer quoi que ce soit, il faut absolument que tu vérifies ces critères. Premier critère, c'est d'avoir un marché de revente solide et de bien calculer ton prix potentiel de revente. Je le rappelle, il faut que ton prix de revient, ton prix d'achat, plus tes frais de notaire, plus ton budget travaux, ce soit inférieur au prix de revente et il faut même que tu aies une marge de 10-15%, une plus-value potentielle, même plus, je te le souhaite. Le deuxième critère, c'est par rapport à ton budget travaux. Tu dois en être sûr et avoir même une marge de sécurité pour les imprévus de 20%. Et pour ça, t'es pas obligé de faire tous tes devis avant de signer l'offre d'achat, mais par contre, avant d'aller au compromis, je te recommande de faire venir 3 entreprises différentes pour affiner ton estimation de travaux. Et surtout, il faut que tu aies provisionné ces travaux par le crédit immobilier et il faut pas que ça vienne de ta poche. Le troisième critère, c'est est-ce que tu as la capacité de porter les travaux pendant plusieurs mois sans que ça t'impacte financièrement. Parfois, tu vas passer 6, 12, 18 mois sans loyer, donc ça, il faut bien que tu l'aies prévu. Et une des solutions, on en a parlé, c'est de négocier un différé bancaire dès le départ sur la durée la plus longue possible. Tu pourras toujours le réduire si jamais les travaux prennent moins de temps. Et encore, je te le conseille pas parce que ce différé, ça te permet de refaire de la trésorerie, de reconstituer ton apport. Et le quatrième critère, pour moi, c'est vraiment de maîtriser les connaissances techniques sur les travaux ou d'être accompagné par quelqu'un qui les a. Soit tu sais correctement évaluer un devis, négocier, suivre ton chantier, choisir les bons matériaux pour du locatif, soit tu te formes, tu te fais accompagner. Mais pour moi, ça reste quand même très compliqué de réussir un projet avec travaux si on n'a aucune connaissance. Et même si on fait appel à un maître d'œuvre, pour moi, c'est bien d'avoir les bases, histoire de savoir de quoi on parle. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, et que tu es convaincu que c'est une bonne idée d'acheter un bien immobilier à rénover, que tu es d'accord avec tous les éléments pour que j'ai donné, et que tu es prêt à éliminer les contres, les risques, les pièges, alors j'ai quelque chose pour toi qui peut t'intéresser. Le programme que j'ai suivi personnellement au début de mon parcours d'investissement, c'est Rénover pour gagner, et c'est un programme qui est vraiment technique, qui va t'apprendre tout ce qu'il faut pour réussir tes travaux en tant qu'investisseur locatif. Personnellement, ça m'a vraiment permis de passer un cap sur le sujet travaux, de payer mes travaux beaucoup moins cher, de faire les bons choix locatifs, d'avoir beaucoup moins d'entretien à faire par la suite, de choisir les bons artisans, d'être légitime face à eux. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que jusqu'au 10 juillet, tu as l'opportunité d'accéder gratuitement à une partie du programme, à une version du logiciel dédié
qui te permet de faire des DPE projetés qui vont justement être super utiles pour les banques, pour leur prouver que les biens immobiliers que tu veux faire financer, tu vas les sortir du statut de passoire thermique. Donc même des biens E, F ou G, tu vas pouvoir les faire financer à la banque grâce à ce logiciel qui te génère des DPE projetés. Donc exceptionnellement, jusqu'au 10 juillet, tu peux avoir accès à tout ça en échange de ta réponse à un sondage. Parce que le programme est en cours d'amélioration et on a besoin forcément de ton retour en tant qu'utilisateur, en tant qu'investisseur, pour améliorer. Donc le deal est simple, tu prends quelques minutes pour répondre au sondage et en échange, tu as accès à une partie du programme de formation Rénover pour gagner et le logiciel. Si malheureusement t'arrives sur cette vidéo après le 10 juillet, c'est pas grave, je te mettrai quand même en description un lien vers une ressource gratuite pour que tu puisses découvrir l'univers Rénover pour gagner. Sinon, je suis curieuse de voir dans vos commentaires si vous êtes plutôt team travaux ou non, pour quelles raisons, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pauline.